Eh ben allez, on est parti pour un nouvel épisode du Chouchou Cycling Club, épisode 77 déjà. Et ben comme d'habitude avec moi, Cactus 53. Bonsoir messieurs. Salut tout le monde. Bonsoir Cactus. Effectivement, épisode 77. Et comme ça fait 15 jours qu'on ne s'est pas vu et qu'on ne vous a pas parlé de cyclisme féminin, nous avons quand même quelques petites coursettes à rattraper au niveau des résultats. Et il nous reste encore un petit peu, même si la saison est terminée, encore un petit peu de cyclisme sur route pour conclure la saison de cyclisme sur route. Et on attaque avec toi, Cactus, entre deux cannes de tout. Hein, notre pauvre Cactus est enrhumé. Et il va quand même nous parler du Tour of Chongming Island. C'est ça, on va parler des courses chinoises, donc avec le Tour de Chongming Island d'abord, qui a vu la victoire sur la première étape de Georgia Baker pour la Liv, devant Sophie Van Rooyen et Mia Griffin. Donc c'est Catherine Schweinberger, la championne d'Autriche, qui avait passé la ligne en premier, mais elle a été déclassée. Le lendemain, on a eu une victoire de Sophie Van Rooyen, qui a pris le maillot jaune, à nouveau devant Mia Griffin et Elisa Balsamo. Et dans la dernière étape, on a eu une chute dans le final qui a un peu désorganisé la course. Donc chute qui a notamment impliqué la leader Sophie Van Rooyen. Et on a un groupe de 9 qui s'est échappé. Groupe qui a été réglé par Josie Talbot, qui a noté qu'elle s'impose sur la troisième étape après avoir été dernière sur la deuxième. C'est pas très fréquent, il me semble. Elle s'impose devant Ryan Marcus et Anne Kleinenburg. Et au général, c'est Anne Kleinenburg qui va s'imposer pour une petite seconde seulement, devant Sophie Van Rooyen, Tamara Dronova et Ryan Marcus. Et Mieke Dox est cinquième. Anne, qui est une récemment arrivée dans le cyclisme et qui vient d'un autre sport, enfin, je crois. Ouais, Anne, elle faisait du duathlon avant. Donc il y a quand même du vélo, mais c'est pas que de ça. Et du coup, par rapport à ça, j'ai deux, j'allais dire, mini-sujets à vous proposer. Soit le retour de Sophie Van Rooyen qui marche enfin, si on peut dire, après une saison assez compliquée chez UAE par rapport à ce qu'on avait vu l'an dernier chez Volker Wessels. Ou au contraire, Balsamo qui n'a pas fait mieux, entre guillemets, que troisième, alors qu'on pouvait attendre beaucoup mieux d'elle, qui était la grandissime favorite sur cette course. Donc je vous laisse choisir votre sujet. Ben, enfin, il a choisi, hein, je pense. Bah oui, Anne, forcément. Moi, tu me proposes de parler par côté là. Donc, on va parler Ah non, tu disais entre Sophie et Elisa. Bon, ben c'est pareil, on parle de Sophie, par côté. que penses-tu alors de ce sujet? Ben, c'est vrai qu'elle ouais, Tu le connais bien. elle a eu une saison assez compliquée et ouais, bah, après elle a pas lâché tout au long de la saison et bah, c'est vrai que ça vient récompenser un petit peu tout son travail et aussi ses équipières qui ont cru en elle tout au long de la saison et qui l'ont pas lâché donc qui ont quand même continué à travailler pour elle surtout sur ces courses-là et ouais, bah, c'est le travail de toute une saison récompensé. Elle a fait aussi le choix, on va en parler dans les résultats qui suivent, mais elle a fait aussi le choix d'une équipe très forte. Donc, où il est aussi peu évident de s'imposer et encore moins de s'imposer en une année. Bah, oui, après, d'une équipe très forte, certes, mais au niveau des sprints, a priori, il y avait quand même un créneau dans le sens où on a eu le départ à ce moment-là de Chiara Consoni et qu'il y a pas de grosse pointure, si on peut dire, comme Lorena Wiebes ou Charlotte Kohl. C'est vrai qu'on a une Caroline Finkels, par exemple, qui fait assez régulièrement des bonnes places, mais de ce qu'on avait pu voir l'an dernier pour Sophie Van Rooyen, elle partait au moins co-leader sur les sprints, si on peut dire. Mais est-ce qu'elle n'est pas justement dans une équipe qui n'a pas intérêt à aller au sprint, compte tenu de l'épouvantail Lorena Vibes d'une part et des autres, Charlotte Cole, Lisa Balsamo, sur le papier en début de saison? Oui, après, sur un sprint en petit comité, c'est vrai que ça pourrait plus lui correspondre, parce que c'est vrai que, de toute façon, quand on est face à Lorena Vibes, bon, pas trop pas trop de chances de victoire, on va dire. Mais ouais, après, sur des sprints, comme c'était le cas là, avec pas, pas Lorena, pas Charlotte, c'est ouais, des chances pour les autres, et ouais, ça lui a souri.
Mais c'est vrai que ouais, Mais niveau voilà, effectif, elle a quand même ouais, pas un gros effectif derrière elle. Et ouais, c'est plus compliqué forcément. mais, mais voilà, pour revenir, cette année, avant le Tour de Chongming Island, elle a 3 top 10. Elle fait sixième sur un des trophéos en début de saison, où elle fait sixième donc derrière Entala, Consoni, Lister, Zanetti et Drummond. Elle fait septième sur la première étape de l'UAE et elle fait une huitième place sur Dwars van de Westhoek qui arrive. Là, pas exactement un sprint, pardon. Pas exactement un sprint, pardon. Ouais, Mais ouais, oui, bah, c'est après, c'est aussi compliqué, je pense, pour elle, parce que bon, pas la manche à passer, hein, forcément. Elle vient d'une équipe, certes, dynamique et reconnue comme la Volker Wessels, mais UAE, c'est quand même un bon step au-dessus. Et puis, bah, moi, je persiste dans le fait qu'elle n'est pas forcément dans une équipe qui est tournée vers le sprint. Elle n'a peut-être pas non plus forcément un train pour l'emmener correctement dans des conditions de sprint face à, aux autres jeunes femmes dont on a parlé tout à l'heure. Lorena Vives est un meilleur exemple, elle a non seulement la meilleure pointe de vitesse du peloton, mais aussi un train qui lui permet de toujours disputer la victoire. Donc, c'est peut-être pas évident non plus de ce côté-là. Il faudra voir ce que ça va donner à l'avenir. Mais est-ce que Sophie Van Rooyen, elle n'a pas aussi besoin d'un train un peu plus dédié? Ouais, c'est vrai que l'année dernière, elle avait ouais, peut-être plus d'équipières qui pouvaient l'aider. Il y avait notamment, je me souviens d'une fois, elle avait, ouais, c'était sur Dwarfs de Vestouk d'ailleurs. Il me semble qu'elle avait gagné et que c'était sa sœur qui l'avait amené. Ou un truc comme ça, il me semble qu'il y avait eu un bon résultat des deux. Euh, et ouais, elle avait peut-être plus d'équipières l'année dernière pour l'aider. Et donc là, se retrouver toute seule, ouais, c'est plus compliqué. juste me corriger parce que j'ai dit qu'il y avait que Swinkels. Il y a quand même aussi Gasparini et Eleonora Gasparini et Lara Gillespie qui ont aussi montré de très bonnes dispositions sur les sprints dans l'équipe UAE. Moi, j'ai l'impression qu'il y a au final plus de gens qui ont la capacité à faire un sprint qu'un vrai train pour emmener une sprinteuse, Mm. cette équipe. C'est plus des individualités. Et c'est peut-être ce qui lui manque par rapport à la Volker Wessels l'an dernier, où quand il y avait une opportunité de sprint, elle était plus facilement emmenée, soit elle, soit Scarlett Soren. Et c'était peut-être plus simple, entre guillemets, dans la configuration Wessels. On en reste là? Mm. Ouais. Bah, Cactus, tu vas pouvoir quand même enchaîner, donc tu as encore un petit peu de respiration disponible avec le Tour of Guangxi. C'est ça. Donc la dernière course en ligne de la saison. Et on a vu une victoire dans un sprint à deux victoires pour Anne Anderson face à Caroline Anderson. Bon, ça s'est pas joué à grand-chose au niveau des noms. Troisième place pour Uzo Ostoladza au sprint dans un petit groupe devant Marina Komina et Elinor Backstedt. Notez qu'on a eu beaucoup de coureurs malades qui n'ont pas pu terminer, voire même pas pu prendre le départ. Et c'est le premier podium pour la Laboral Cuccia sur une course d'un jour World Tour. Ok, ok. On revient en Europe avec le 15 octobre, la conclusion du circuit italien avec la Veneto Women. Euh, Course qui se, se déroulait sur un parcours relativement plat, mais ponctué sur la fin par un enchaînement de deux fois la même petite bosse, bien casse-pattes. Euh, on a vu se détacher sur cette partie finale un petit groupe, et on va reparler du AE, puisqu'il y avait dans ce groupe trois jeunes femmes de cette équipe. Et en l'occurrence, elles ont joué la course d'équipe. Et à force de harcèlement du reste du groupe, c'est finalement Sylvia Persico qui s'est détachée et qui est allée remporter en solitaire cette épreuve, devançant Marlène Reusser et Eleonora Gasparini
qui est également chez la team UAE-ADQ. La 4e place est pour Mireia Benito et la 5e, une coéquipière de la vainqueur Silvia Persico. En l'occurrence, c'est Elisa Longo-Borghini qui prend cette 5e place de la Veneto Women. On passe au dernier, la dernière épreuve européenne qui conclut traditionnellement la saison sur la route, qui est le chrono des nations. Donc, chrono des nations dont on vous avait parlé évidemment la dernière fois, qui s'est couru le 19 octobre chez Marion Herbe-Garnier, puisque c'est elle qui est la présidente du comité d'organisation de ce chrono. Chez les élites et U23, c'est Hélène Van Dijk qui conclut sa carrière pour la Lidl Trek et sur la course sur route avec cette belle victoire. Elle devance d'une seule petite seconde Alessia Vigilia de la FDJ Suez. Et on retrouve ensuite Christina Schweinberger, Anneke Dijkstra et Julia Biryukova à la 5e place. Emma Sigers, si je ne dis pas de bêtises, prend la première place du 23 avec la 6e place, c'est ça? C'est possible. A priori, c'est ça. Par contre, oui, Hélène Van Dijk n'est plus chez les U23. Ouais. Pardon? Hélène Van Dijk n'est plus chez les U23. Parce que tu disais que c'était les élites et U23 avec la victoire d'Hélène. Oui, non, mais ça rassemble les élites et les U23 sur le même classement, c'est pour ça. Ouais. Concernant les U19, c'est Megan Arendt, la championne du monde qui était passée un tout petit peu à côté de ses championnats d'Europe autour du Rwanda, vraiment, on va dire, avec un petit peu de décalage horaire, de problématiques intestinales, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont revenues avec ce genre de souvenirs. Mais Megan Arendt s'est remise sur pied et a remporté le chrono des nations juniors. Elle devance Zoé Billan et Thaïs Poirier, deux Françaises qui finissent à 23 et 25 secondes. Je laisserai le nom de la 4e à Fly, mais simplement pour noter que la 5e, c'est évidemment Laura Five, Fivet, mais qui prend la 5e place en concordance avec son acronyme. Et donc, 4e, Donc la 4e, c'est Yana De Cru. voilà. C'est pas compliqué. Hein. Non, c'est pas très très compliqué au final, il suffit de le prononcer comme il faut, c'est tout. Voilà, comme ça s'écrit. Euh, Et sur les U17, eh ben, on a quand même une autre victoire française. Il faut dire qu'il y en a un petit peu plus qui sont engagés, en tout cas, moins d'étrangères sur la partie U17, puisque c'est une Thaïs, non pas Poirier, puisqu'elle est chez les U19 et qu'elle a fini 10e, mais Thaïs Poirier-Paiva qui l'a remporté devant Roman Prioul et devant Faye Lagaès, le Belge. Pour ce chrono des nations 2025. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur la route, messieurs, qu'on passe au cyclocross? Ouais, c'est bon. Eh ben, allez, on passe au cyclocross. Et on passe au cyclocross, et qui dit cyclocross dit fly, fort sûr, fort sûr. Ouais, Qu'est-ce exactement. qu'on avec quoi? Eh ben, on avait pas mal de cyclocross, hein, du coup, vu que c'est un petit peu tout ce qu'il y a cette semaine, là, et puis sur l'hiver, on va être chargé de cyclocross. Donc, on avait un Kernis Cross à Arduy, qui s'est conclu par une victoire de Lucinda Brandt, devant Marion Norbert Ribeiro, la championne de Belgique, hein, pour l'ancienne française. Et troisième place pour Inge van der Heyden. Il me semble qu'il y avait eu un bon résultat là de je ne sais plus qui. Donc c'est pour ça que je vais regarder les résultats. Non, ou alors c'était sur une autre course. Je m'emporte. Je mélange tous les résultats.
Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu l'Exact Cross de Essen. Attention, je sais plus, je regarde tous les résultats. Mais donc l'Exact Cross de Essen, et ben là, un petit peu pareil, on a eu une victoire pour Lucinda Brandt devant Sarah Casasola et Marion Norbert-Ribeyrol. Un petit peu les mêmes qui reviennent. On a eu quoi d'autre? On a eu le super prestige de Ruddervoorde. Et là, c'est les mêmes, mais dans un autre sens. Avec la victoire pour Marion Norbert-Ribeyrol devant Sarah Casasola. Et une petite Française qui vient prendre une place sur le podium, c'est Amandine Fouquenet, donc championne de France. Sarah est championne d'Italie ou pas? Est-ce que ça fait peut-être le triplé pour les championnes nationales? Je vous laisse regarder si. Plus, je sais plus. Tu me mets le doute. Ouais, ouais, Il me mais semblait ouais. l'avoir oui, après sur un autre cross puisqu'elle a levé les bras. Il me semblait qu'elle était en maillot tricolore elle aussi. C'est possible. Donc voilà. Vérifier. Alors, à Ruddervoorde, il y avait aussi une course chez les U19 qui a vu une victoire belge, forcément en Belgique, pour Zita Peters devant Peggy Knox et Nienke Jorens. On a eu quoi après dans la semaine? Ah oui, c'était plutôt sur la. Oui, mais parce qu'il y a eu trop de courses. Sur la Nart van Woerden qui s'est déroulée de nuit, où on a eu le retour de Femme Van Empel dans les labourés. Donc, Femme Van Empel, quand elle revient, elle gagne forcément. Et c'était sur celle-là sa 50e victoire ou sur la suivante? Non, la 50e, c'est la dernière. Ouais, c'est Ouais. l'autre. Effectivement, donc ça c'était la 49e. Et donc là, c'est sur cette Nord van Bourden. Je confirme au passage, Fly, que Sarah Casasola n'est plus championne d'Italie, mais qu'elle va bientôt le redevenir. Effectivement, on va bientôt le redevenir, ça, on verra. Et donc là, ouais, sur la Nord van Bourden, donc Fem Van Empel qui s'impose devant Annick Van Hoffen et Inge van der Heyden. Et non, ce que je voulais souligner, c'était la 6e place de Nienke Jorens, qui est ancienne championne des Pays-Bas U17 et qui vient là, qui fait sa première année chez les juniors. On a une 6e place parmi les élites quand on est première année junior, c'est quand même un superbe résultat. Oui. Et donc, on va Ce qui est passer. dégueulasse, c'est de pas avoir de. Mais bon, Vas-y, on va pas refaire. j'ai pas entendu. Ce qui est plus dégueulasse, c'est de pas avoir de course junior, mais on va pas refaire le débat. Oui, ça, c'est sûr que. Ouais. Mais non, je crois que sur le Nord van Bourgogne, il y a juste 2 courses élites. Il n'y a pas de junior chez les hommes, il n'y a pas de U23 chez les hommes. Donc, on peut dire que celle-là, Effectivement, il y c'est a. pas la course. Voilà, C'est c'est pas ceux assez. qui prennent de manière justifiée, effectivement. Mais là, Voilà, on a eu cette semaine notamment des courses où il doit y avoir junior homme, espoir homme, élite homme et seulement élite femme. Parce que exactement. bien sûr. C'est les X2O, je crois d'ailleurs, qui font ça. Mais Je ouais, sais après. pas si. Oui, c'est Enfin, bien ça. sur les X2O l'an dernier, c'était comme ça. Après, je sais pas si les Exact Cross, ça doit être pareil, hein, ce que tu me diras. C'est malheureusement trop souvent le cas. Donc là, on a eu aussi Exact Cross avec la 50e victoire pour Femme Van Empel. C'était sa 50e course ou pas? Non, Non, parce qu'elle a dû faire genre les championnats des Pays-Bas quand c'est peu qui a gagné, non? Elle devait y être, non? cette année, elle n'y était pas. Enfin, du coup, en janvier, elle n'y était pas. On fait une passe. Ouais. Enfin, du coup, non, elle a pas que gagné. Oui, mais ça, c'est. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ça aurait été un peu trop. Donc voilà, donc Exact Cross gagné par Femme. Il me semble qu'il y avait d'autres courses après aux Pays-Bas et en Belgique. Donc on avait le Super Prestige, ou donc celui de Over Ice, qui a vu la victoire de Sarah Casasola, donc l'Italienne qui vient s'imposer. On a eu la 4e place, toujours la médaille en chocolat pour Amandine Fouquenet. Et sur Over Ice, il me semble qu'il y avait les 17 aussi, les 19 pardon. Je ne sais pas si on l'avait fait. Ouais. Over Ice, donc chez les U19, où on a vu la victoire de Zoé Roche, donc
la britannique. Il me semble qu'elle est anglaise d'ailleurs. Deuxième place pour Nienke Jorems. Troisième place pour Ryan Nevenhuis. Et Bente Jorems, la grande sœur de Nienke, a terminé sixième. Voilà, les histoires de famille. Et après, il nous restait les Coupes de France. Donc, ça se déroulait du côté d'Albi pour la première manche. Donc, avec une course le samedi, une course le dimanche. Et on a vu chez les élites une victoire de Célia Géry le premier jour et une victoire de Célia Géry le deuxième jour. Alors, est-ce que les deux autres sont les mêmes? Amandine Muller et Amandine Vidon le deuxième jour. Et le premier, c'était Amandine Muller devant Anaïs Morichon. Pas le même podium. Et pour les juniors, c'est Lali Pichon qui s'est imposée le premier jour. Et le deuxième jour, c'est aussi Lali Pichon qui s'impose. Donc voilà, deux doublés. À noter aussi que Anaïs Moulin essaie de gagner les places une par une, puisqu'elle a commencé sa première Coupe de France à la 6e place et elle est enchaînée avec une 5e place. Donc je lui ai dit de voilà, continuer comme ça. C'est elle aussi qui a dit qu'elle gagnait place par place. Mais malheureusement, il n'y a que 5 manches sur la Coupe de France, donc elle va s'arrêter à la 2e place. Est-ce que tu veux parler d'Hélène Clausel, par exemple? Hélène Clausel, sur quelle course? C'est surtout sur le fait qu'elle court sans sponsor pour l'instant et qu'elle est à la recherche d'une équipe, il me semble. J'avais De pas ce vu. que j'ai vu passer sur le forum du groupe Eto, elle aurait au moins un accord pour être soutenue par les frères Rudolph. Oui, voilà, c'est ça, ouais. C'est un support pour l'instant qui est fourni. Il n'y a pas officiellement euh, pour le moment. D'accord, ouais, pas d'équipe totalement, ok. Mais en parlant de pas d'équipe, on a aussi Amandine Fouquenet qui aura son contrat avec Arkea jusqu'au 31 décembre, mais qui n'a pour l'instant rien pour la suite. Mais pour pouvoir monter une équipe de week-end. Et tant qu'on y est, tiens, si on en est à parler de cyclocross ou même de chez Arkea, on peut citer la victoire de Raphaël Carrier sur un cyclocross aux États-Unis. On va bientôt se frotter dans le sol européen à la concurrence. Internet. Très bien, merci Fly, ce fut exhaustif. Et puis on va en parler ensuite dans les previews parce qu'il y a évidemment quelques cyclocross à venir. Toujours. Toujours maintenant, ça y est, on y est, faut pas lâcher l'affaire. Ah bah ça sera comme ça Moi, je vais vous jusqu'au parler mois de de piste. février, hein. Ouais, ouais. Je vais vous parler de piste une fois n'est pas coutume, ça c'est pas Fly, il a déjà suffisamment parlé. Il y avait les championnats du monde de piste qui se déroulaient au Chili, c'est ça? Ouais. Et eh bien, on a eu toutes les épreuves qui se sont déroulées pour ces championnats du monde, à commencer par la vitesse par équipe qui a été remportée par les Pays-Bas devant le Royaume-Uni et l'Australie. On a ensuite eu l'épreuve du scratch. Donc, sur le scratch, la tenante du titre a conservé son titre. C'est Lorena Vibes qui avait fait le déplacement en Amérique du Sud. Elle devance Amalie Dideriksen, je dis bien Amalie, parce que visiblement chez Cofidis, on ne se connaît pas bien son prénom, en tout cas le nouveau patron de Cofidis ne connaît pas bien le prénom de ses coureuses, qui devance ensuite pour la 3e place Prudence Fowler. Ensuite, on passe à la poursuite par équipe, où McFly était aux anges, puisque c'est l'Italie qui a remporté la poursuite par équipe devant l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Ensuite, on a eu l'élimination. Sur l'élimination, c'est Lara Gillespie qui l'emporte devant Katie Archibald et Hélène Esters. On notera quand même la médaille en chocolat à la 4e place pour Victoire Berthoud. Sur l'Omnium, on va retrouver Lorena Vibes. Et quand on retrouve Lorena Vibes, elle est sur la première marche du podium. Donc c'est elle la championne du monde.
Et elle devance Marion Boras, qui, elle, enchaîne les podiums également. Après la médaille d'or sur les championnats d'Europe de contre-la-montre par équipe, elle prend la médaille d'argent sur cet omnium. Et elle est accompagnée par sa collègue de travail, Amalie Dideriksen, qui prend la 3e place. Et c'est Sherry Bosseit qui récupère la médaille en chocolat. Sherry Bosseit qui a pu s'aligner pour la première fois depuis 2 ans sur les mondiaux, mais sans évidemment sa binôme favorite, en l'occurrence, puisque Otto Kopecky n'était plus là après avoir chuté en cours de l'Ardèche. Côté vitesse individuelle, c'est Etty van de Wu qui a remporté la vitesse. Elle devance la japonaise Mina Sato et Alina Lysenko. Sur l'épreuve suivante, on va y arriver. L'épreuve du kilomètre, eh bien, c'est à nouveau Etty van de Wu qui remporte cette épreuve du kilomètre. Elle devance Yana Urlakova et Eles Andrews qui prend la 3e place. Léa Sophie Friedrich mange son chocolat. Pour la poursuite individuelle ensuite, je vais assez vite, je vais vous expliquer pourquoi à la fin. On va retrouver Anna Maurice qui remporte cette poursuite individuelle devant Josie Knight et Chloé Dygert. Je ne peux pas ne pas dire que Fede Venturilli a un petit peu de chocolat en plus de toutes les médailles en dur qu'elle a déjà récoltées. Sur le Madison, on va retrouver nos 2 Françaises, Victoire Berthaud et Marion Boras, qui vont aller chercher une très belle 2e pour Marion Boras, médaille d'argent. Elles ne sont devancées que par Madilic et Katie Archibald. Et on retrouve à la 3e place les Italiennes Chiara Consoni et Vittoria Guazzini. À noter Oui, vas-y. juste pour ce Madison, la chute notamment de Lisa Van Bell et de Lorena Vibes lors d'un passage de relais, alors qu'elle jouait le titre, donc dommage pour elle. Mais ça laisse une meilleure place pour la France. Sur une erreur a priori de Lorena Vives. Passage de relais. Donc oui, à noter que Bossuet et Declercq pour la Belgique prennent la médaille en chocolat. Excusez-moi, je tousse aussi. Côté fin de ces résultats pour la piste, pour le championnat de piste, on avait le Keirin qui se déroulait hier. Il a été remporté par la japonaise Mina Sato devant Emma Finucane et Stéphanie Lorena Quadrado. Et est-ce que j'ai été complet? Non, il nous en manque un. La course au point. Côté course au point, c'est Yareli Essevedo qui devance Anna Maurice et Briony Botta. Il faut évidemment souligner que la médaille en chocolat est pour Alexandra Manley. Ça fait plaisir à Fly. Donc voilà pour tous ces résultats sur la piste. On ne va pas trop s'étendre sur la piste aujourd'hui parce que vous avez vu, il y a beaucoup de choses à dire sur plein d'autres épreuves. Et surtout, on devrait avoir semaine prochaine un invité spécialiste de la piste qui on pourra discuter du niveau de la piste chez les femmes, chez les Françaises et de la stratégie piste actuelle de la Fédération française de cyclisme. Oui. C'est un bon sujet, ça. Très bon sujet, oui. Si on a un peu plus, je vous le mets quand même, on avait aussi la semaine d'avant les championnats de paracyclisme sur piste qui étaient à Rio au Brésil. Donc, l'Amérique du Sud. Donc je vais juste vous donner les titrés parce que malheureusement de toute façon on n'a pas trop le temps et c'est des gens qu'on ne connaît pas autant. Mais donc il y avait des courses en tandem et en
en vélo classique, si on peut dire, donc les catégories B et C. Donc en tandem sur le kilomètre, on a une victoire d'Elizabeth Jordan pour la Grande-Bretagne avec Daniel Kahn comme pilote. Sur la vitesse, c'est bah, les deux mêmes, donc Jordan et Daniel Kahn comme pilote. Et sur la poursuite, victoire de Sophie Unwin, toujours pour la Grande-Bretagne, avec Jenny Hall comme pilote. Et la vitesse par équipe, qui est par équipe mixte, a été remportée par l'Australie avec Jessica Gallagher et Jackie Mengler mort comme pilote, et Kane Perris et Luke Zakaria comme pilote. Non. En catégorie C1, on a eu 4 courses et 4 victoires de Talia Clayton-Goody sur le kilomètre, la vitesse, le scratch et l'élimination. En C2, on a une victoire de Sabrina Custodia sur le kilomètre et 3 victoires de Florina Ringling sur la vitesse, le scratch et l'élimination. En C3, on a une victoire de Mel Pemble sur la vitesse et 3 victoires d'Emily Petricola sur le kilomètre, le scratch et l'élimination. En C4, on a une victoire d'Erin Normoyle sur la vitesse et 3 victoires pour Tahan Eyland sur le kilomètre, le scratch et l'élimination. N'hésitez pas à dire si c'est répétitif. Et en catégorie C5, c'est pas pareil. On a une seule gagnante, donc qui remporte le kilomètre, la vitesse, le scratch et l'élimination. C'est Claudia Cretti. Et sur la vitesse par équipe, là aussi, c'est une victoire pour l'Australie, avec Erin Normoyle, Michael Shipley et Cory Poddington. Un peu répétitif, mais c'est aussi parce que ce sont toujours les mêmes jeunes femmes qui l'ont remporté. C'est comme Oui, ça. et sur certaines épreuves. Forcément, c'est aussi compliqué parce que c'est les critères de participation, etc. Et en un sens, on peut se réjouir qu'il n'y ait pas beaucoup d'athlètes dans les catégories les plus difficiles, si on peut dire. Mais par exemple, en C1, on n'avait que 2 partantes. Donc forcément, c'est limite vite. Quand on a fait le tour des résultats qu'on voulait donner ce soir, C'est bon pour moi. C'est bon pour moi Joyce, aussi. c'est bon pour toi aussi? Ouais. Alors, on va passer aux previews. Les previews, elles sont essentiellement centrées sur le cyclocross. Et on commence avec toi, Fly. Alors, je ne serai pas au Koppenberg cette année. J'y étais l'an dernier, c'était très très bien. Mais c'est le Koppenberg Cross pour la Toussaint, pour les trophées X2O. Exactement, ouais, pour le 1er novembre, ce fameux circuit autour du Koppenberg. Alors, circuit qui est réputé pour être assez long et parfois ne pas avoir suffisamment de tours, mais ouais, c'est toujours intéressant avec notamment la montée du Koppenberg qui est fait par sa partie parvée, donc avec la petite montée, une vingtaine de pourcents, je n'ai plus le détail exact. Mais voilà, ceux qui l'ont fait une fois le connaissent. Et donc ça sera pour la course de samedi. Sympa. Et Et pour dimanche. dimanche, on aura toujours un deuxième trophée X2O à Lokeren. Parce que je suis jamais allé non plus, donc je ne sais pas à quoi il ressemble. Mais voilà, c'est toujours la course au canard. Donc pour ceux qui veulent des petits canards, allez-y ce week-end. Normalement, vous pourrez en ramener un ou deux. Si vous ne ramenez pas de canard, vous pourrez peut-être ramener un rhume si jamais Cactus se déplace au cyclocross des remparts de Langres. C'est ça. Donc, qui aura lieu dimanche à Langres. Donc, ce sera la première édition UCI. L'année dernière, donc c'était pas UCI, mais c'est Amandine Vidon qui s'était imposée. Donc il y aura des courses à partir de 10 heures. Les U17 seront à 11h30 et les élites à 14 heures. Et sont annoncés notamment au départ côté élite Electa Galzo, Lynn Burquier, la tenante du titre Amandine Vidon, Perrine Clausel ou encore Marlène Petit-Girard. Et c'est possible que j'y aille, mais pour l'instant rien de certain. D'abord se soigner. D'abord se soigner. Mm. C'est bien. D'autres courses à venir? On verra la semaine prochaine, puisque ça. Mais on va parler quand même d'une course qui a été révélée aussi cette semaine. C'est le parcours du Tour de France, puisque jeudi, à la Porte-Maillot à Paris, Marion Rousse ont révélé le parcours du Tour de France femmes. Le seul qui soit intéressant l'été prochain, d'ailleurs, je vous le dis à l'avance, sans trahir trop de secrets.
ce Tour de France Femmes qui reliera sur 9 étapes Lausanne à Nice. Alors on commencera, on connaissait déjà un petit peu le départ, le grand départ, par une étape Lausanne-Lausanne. Est-ce que vous souhaitez, est-ce que l'un de vous souhaite parler de cette étape, Cactus ou Fred? Voilà. Je vais surtout reprendre ce qu'on a mis sur Blue Sky pour résumer le parcours du tour, histoire d'avoir quelque chose à dire Vas-y. sans devoir improviser, parce qu'improviser en étant malade, c'est rarement une très bonne idée. Donc on a, si tu veux, je veux soulager ta voix en faisant cette chose-là. On a une étape qui ne présente pas de difficulté majeure, qui va présenter trois grimpeurs normalement, sur des petites montées, et qui va surtout se terminer avec un final en bosse dans les rues de Lausanne. C'est ça. Donc c'est On doit annoncé tirer. 2,5 km à 4,6%. Marion Rousse, enfin, je sais pas si c'est Marion Rousse elle-même ou si c'est les médias, mais en tout cas, c'était évoqué. 1 km à 8% et 400 derniers mètres plus plat. Donc, c'est une arrivée qu'on a déjà eue chez les hommes, il me semble. Mais voilà, la question, c'est, ça pourrait être un sprint, mais ça risque d'être un sprint particulier. Et l'enjeu principal, c'est est-ce que Lorena Wiebes sera là pour jouer ce sprint? Si oui, il y a quand même des chances que ce soit elle le premier maillot jaune de ce Tour 2026. Ouais, 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 moi je suis tout à fait d'accord avec cette analyse, mais pour moi c'est plutôt Marianne Vos qui est favorite sur ce type de terrain. Mais on verra. c'est vrai que ça ressemble un petit peu à l'arrivée de cette année de Plumelec, avec Ouais, tout à une fait. Un belle montée. peu moins dur peut-être. Bah, à voir si ça ressemble plus à l'arrivée de Plumelec où effectivement c'était trop dur pour Vibus, même si on avait eu une petite répétition avant, ou si c'est plutôt dans le genre de celle de Quimper qu'on avait eu le lendemain et où là Vibus était celle qui réglait le peloton. Mm. L'avenir nous le dira. Euh, pour la deuxième étape, on partira d'Aigle, toujours en Suisse, pour arriver à Genève. Là, pour le coup, on sera sur une étape très plate. Euh, Là, on peut s'attendre à ce que ce soit pour Lorena Vives. Les choses ne sont jamais décidées à l'avance. En Euh, tout cas pour un sprint. En tout cas, pour un sprint, absolument, puisqu'on va principalement longer un Clément. Donc, même s'il y a quelques montées-descentes à faire, c'est quand même pas bien méchant par rapport à ce qui pourrait être fait par ailleurs. On est quand même au bord des Alpes. Ouais, Frédéric, t'en penses quoi? ça reste quand même des montées qui peuvent faire mal, hein, parce qu'il y a notamment une côte qui est notée à 10% bon, sur 1 kilomètre. Donc, c'est pas très long, mais c'est vrai que ça peut faire pas mal de dégâts. Et c'est vrai qu'il y a aussi un bel enchaînement de petites bosses. Donc sur la durée, ouais, ça finira au sprint, ça c'est sûr. Mais un sprint avec un peloton quand même amoindri, je pense. Donc avec notamment des écarts qui se feront tout au long de cette étape. Et aussi une belle bagarre Après, pour le maillot à poids. après, ça reste en début de tour. On aurait la même étape le vendredi ou le deuxième samedi. On aurait sûrement un déroulé de course totalement différent. Oui, Exactement. c'est probable, effectivement. Donc là, voilà, c'est la première étape qui est vraiment annoncée pour le sprint. Donc, on peut penser que s'il y a une échappée, elle aura pas beaucoup d'avance et elle sera assez contrôlée. Il faut noter quand même que les difficultés sont sur, on va dire, grosso modo, la première partie de l'étape. C'est ça. La fin présente beaucoup moins de difficultés, donc il y aura C'est ça. aussi le possibilité de faire rentrer les éventuels fuyards dans le rang, C'est ça. Et on va dire au moins les 30 derniers kilomètres sont plats, voire faux plats descendants. contrôlés par une équipe de sprinters, voire plusieurs. Le lendemain, on sera le lundi 3 août. Oui, j'ai pas donné les dates, mais on partait le 1er août, Voilà. samedi 1er août. Pour moi, c'est facile. L'étape 1, c'est le premier, l'étape 2, c'est le 2, et il n'y a pas Ouais, de jour. les choses sont claires cette année, c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc pour la troisième étape, on va revenir en France, partir de Genève pour rejoindre Poligny dans le Jura. Donc il va falloir monter pour sortir de Genève et redescendre ensuite vers Poligny gentiment. On a quand même le col de la Faucille qui est en ouverture, mais qui va se trouver juste
vraiment juste au départ, juste après le départ. Euh, donc certainement de quoi donner des idées à une échappée. Et puis on verra comment cette échappée est contrôlée ou pas pour rejoindre Poligny ensuite, arriver complètement plate à Poligny. Mm. Rien de spécial à dire sur cette étape. Moi, je l'aime bien, c'est quelque chose c'est-à-dire que j'aime bien faire quand j'ai le temps de tracer des parcours, des choses comme ça, de faire ce départ de Genève ou des environs et bam, directement la Faucille pour pouvoir éventuellement lancer une échappée, etc. Et un profil un peu comme ça, un peu casse-pattes et plus contrôlable en théorie sur la fin, mais qui peut permettre une belle bagarre entre les équipes de sprinteuses qui vont devoir laisser filer forcément au début pour ne pas faire exploser leurs coureurs et en même temps garder l'écart, etc. Ça peut être une étape assez tactique et on peut avoir de belles choses, surtout qu'on a vraiment toute la première moitié de l'étape jusqu'à la Savine qui monte et qui descend sans quasiment de répit. Ouais, moi je trouve la fin peut-être pas assez favorable justement à l'échappée, mais bon, ce qui va se dérouler. Ouais, Ça aurait puis on pu a être une, un peu plus biscornu la fin. Bah voilà, après, il faut faire aussi avec le relief qui existe. Mais on a une dernière côte qui est 1,8 km à plus de 6%, qui est à 25 km de l'arrivée, qui pourrait être peut-être le moment décisif ou la dernière chance de faire sauter les sprinteuses en quelque sorte. Donc, à voir. Ouais, encore Poligny, du relief encore. La quatrième étape, c'est un concours individuel entre Gevrey-Chambertin et Dijon. Donc on sera sur un contrôlement de 21 km avec au milieu du parcours une belle petite bosse bien casse-pattes sur les lacets de Marsanet, en l'occurrence, hein, puisque bah, dans la plaine, on va monter depuis Marsanet-la-Côte jusqu'à Corcelles-les-Monts. Donc pour ceux qui connaissent, c'est sympathique, hein. On est au milieu des vignes au début et puis un peu plus alors, je sais plus si c'est découvert ou enfourré sur le haut, mais voilà, c'est des coins sympathiques. Et ensuite une redescente sur Dijon avec bah, une arrivée bien connue des Dijonais et de Cactus qui à la télé régulièrement quand l'arrivée est à Dijon. C'est la même. Elle est pas Alors, beaucoup trop. on arrivera quasiment au même endroit, on est sur le cours du Général de Gaulle. Mm. C'est pas très très loin de là où tu étais l'année dernière. Mm. Ça, c'était Et- mais c'était chez les hommes. c'était chouette. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce contre-la-montre, Fly? Non, mais il est sympa. Il y a une petite montée, donc bah, perso, moi, ça sera là où vous devriez me trouver. Ouais, des pourcentages, et peut-être s'il y a des lacets, ça peut faire une belle vue pour pouvoir bien suivre la course et bien suivre qui c'est qui arrive. Donc voilà le type de course que j'aime bien. Après 21 km, ouais, ça fait un chrono assez long qui pourrait faire quelques écarts. Donc à voir ce que ça va donner pour le classement général. Alors peut-être pas pour le final, puisque les meilleurs devraient se jouer la gagne un peu plus tard, mais ça devrait vraiment ouais, faire les premiers gros écarts. Et, je pense que s'il y a un peu d'ombre dans la montée, c'est plutôt dans la deuxième partie. Je note. Non, bah, moi, deux choses à dire. D'une part, c'est pas. On n'a pas eu de chrono en 2025. Là, il y en a un, mais qui a quand même une bonne bosse au milieu. Dire, heureusement, entre guillemets, qu'il n'y a pas des pures rouleuses qui passent pas un pont parce que ce serait pas très gentil pour elles, quoi. Là, pour une Marlène Reusser, par exemple, ça ne devrait pas trop poser problème. Oui, c'est Et, un bon chrono pour elle. mm. Et l'autre chose à laquelle je pensais, c'est si vous êtes coureur, ne vous arrêtez pas pour saluer votre famille parce que ça peut vous valoir une amende de l'UCI. Ouais, on passe, bah, Dijon, c'est le point le plus au nord de ce Tour de France Femmes 2026. Donc on va ensuite redescendre et repartir de Mâcon en Saône-et-Loire pour rejoindre Belleville en Beaujolais avec une belle balade
dans les monts du Lyonnais, à 140 km, une étape bien accidentée, qui passe entre autres par le Mont-Brouilly, mais qui va avoir aussi plein d'autres petites côtes et cols avant d'arriver au Mont-Brouilly. Euh, Moi, je pense que ça va être une étape. C'est une étape. Si on se met sur le Tour de cette année, c'est une étape pour Maëva Skiban. Oui. Moi, pour qu'il me le course en plus, hein. Qui me le courte. Ouais. Non, oui, bah, ça me fait plus penser justement à l'étape de Limoges ou bah, évidemment à celle de Liège l'année dernière, Puki. par exemple. Mais oui, c'est vrai qu'on a vraiment une première moitié d'étape où pareil, ça va monter descendre sans aucun temps mort, un peu plus de plat vers le milieu et ça va se réenchaîner vers la fin avec Durbise et surtout effectivement avec le Brouilly qui est à une dizaine de kilomètres de l'arrivée, donc qui va pouvoir servir de rampe de lancement. Mais c'est typiquement une étape où en plus ça va être, il me semble, des petites routes, des choses comme ça. S'il y a une leader qui est mal réveillée, qui est pas bien au départ, ça peut vite faire mal alors qu'on n'a pas forcément beaucoup de relief. On a pas beaucoup de relief, il y en a quand même pas mal, hein. C'est vrai que ça monte On jamais monte pas haut, haut, ou oui, ça monte pas haut, ça monte, sincèrement. c'est pas des très très longues montées, mais ouais, ça fait que monter descendre, donc faudra pas être pas être mal parce que sinon, C'est oui, ça, on va pas au-dessus de ça fera 700 mal pour mètres, le mais général, mais oui, ça peut aussi faire mal pour les délais. oui, voilà. Bon, et oui, effectivement, surtout que ça commence directement ou presque avec une Ouais. côte, donc la côte de 9,6 km à 4,5%, donc quasiment d'entrée, donc on va avoir en plus sûrement une belle bagarre pour l'échapper là aussi, donc ça risque de démarrer fort et de pas ralentir après. Ouais. Et d'ailleurs aussi petit point pour les spectateurs, c'est que j'ai essayé de retracer un petit peu le parcours. Et c'est vrai que ça tourne un peu, ça fait plusieurs allers-retours. Et je crois même que en haut du col de 100, en gros, ils vont y passer deux fois depuis deux côtés différents, donc ça va quasiment se croiser. Mais il y aura 500 mètres à faire pour passer d'un sommet à l'autre. Donc voilà, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent voir la course plusieurs fois sans avoir trop à se déplacer. Alors après, ça sera Une pas les montées proches de l'arrivée, mais ouais. équipe pour les voir deux fois, effectivement. Et puis si Ok, vous êtes ben, motivé, ensuite, ben, vous on va pouvez tout faire passer. aussi. Même avec un poulet gonflable, ça se fait. Ouais. Et on va passer du Brouilly à l'Ermitage, puisque la sixième étape nous amènera de Montbrison dans la Loire à Tournon-sur-Aube dans l'Ardèche. Euh, Là, pour le coup, on est sur une étape accidentée. Euh, on va notamment emprunter une partie de la fin du parcours de l'Ardéchoise, pour ceux qui connaissent, entre Rochepol, le col de la Louvet et la redescente sur Saint-Félicien. Là, on est vraiment au cœur de l'Ardéchoise. Passage dans la descente au col Robert Marchand, sur les de Robert Marchand. Et puis, bah, une fois qu'on est arrivé à Saint-Félicien, c'est pas fini, hein. C'est sur la côte de Bouffy-le-Roi et ensuite la redescente vers Tournon, là, qui pour le coup peut être intéressante d'un point de vue exercice de descente, parce que bah, c'est une belle descente, une longue descente, mais une descente technique. Je vous ai rajouté de votre côté, messieurs. Bon, c'est un peu sur mes routes, hein. Là, typiquement, ça sent plus l'étape pour l'échapper, hein. Enfin, encore plus que celle dont on a parlé avant pour moi, et typiquement pour une Maëva Skiban, par exemple, ça peut être une très bonne étape. Mais après, à voir ce que Ah parce qu'ils oui, vont avoir les mêmes opportunités que cette année. Parce que c'est vrai que cette année, elle était peut-être plus, ouais, on la laisse partir, mais vu ce qu'elle a prouvé cette année, est-ce que l'an prochain, ça sera pareil? Bah, après, l'avantage, entre guillemets, pour elle, c'est qu'elle a quand même montré des limites aussi en montagne, dans le genre, dans le sens où, a priori, elle n'est pas encore une candidate au podium. Donc, elle aura peut-être plus d'opportunités que ce qu'on pourrait imaginer si elle avait fait top 5. Ouais. ouais, c'est Après, une leader à supporter aussi l'année prochaine. Ah, bah si Elisa Longo-Borghini a enfin de la chance sur le tour, quoi. Ouais. oui, après, il y a aussi d'autres recrues du côté de chez eux.
Mm. Euh, on passe de l'Ermitage aux côtes du Ventoux derrière, puisque ben, la septième étape, ça va être, ouais, si, on va quand même dire, hein, c'est l'étape reine de ce Tour de France Femmes, entre la Voulte-sur-Rhône, en Ardèche toujours, et le Mont Ventoux, dans le Vaucluse, euh, classé étape de montagne. C'est sûr que ça va être quand même assez tranquille et favorable à une échappée sur toute la première partie de l'étape. Mais forcément, bah, on arrive au Mont-Chauve, donc bon, va y avoir bagarre de grimpeuses sur la dernière partie de cette étape. Alors, est-ce qu'on aura dans l'échappée une grimpeuse digne de ce nom qui pourra résister au retour des favorites dans le final? À voir, mais il y aura forcément de la bagarre pour aller se faire couronner en haut du Mont Ventoux, parce que ça reste quand même une victoire de prestige aussi. Une belle étape pour une Sarah Gigant Mm. Pourquoi ou une pas. Valentina Cavalli, je dirais Cactus, mais Non, bah moi, je dirais surtout Martin Cavalli qui avait gagné l'édition, enfin la Mont Ventoux dénivelé Challenge il y a quelques années, mais malheureusement, ni la course c'est ni difficile, Elisa ne seront là en 2026. ce sera difficile. Et Ouais, là, il n'y a par pas de contre, descente. ouais. Du coup, on va prendre la deuxième, logiquement, hein, Clara Koppenburg. C'était pas Kim? Je sais même plus si je sais plus si elle fait deux ou trois en plus, mais elle est sur le podium. Euh, et il me semble Et que c'est Kim Katsu hein, qui fait deux. elle fait pas. Je croyais qu'elle fait deux. J'allais dire, j'aurais cru qu'elle fait genre top 5, parce que c'est vrai que c'est la Ah course ouais, peut-être qui a possible. révélé Kim Katsu au grand public, mais Je sais pas, en tout cas, devant moi, elle était première. Mais j'étais à oui, 3 mais kilomètres du sommet. Elle m'a dit, ah, non, ça compte pas. je vais vérifier pendant que vous continuez de parler. Alors, Donc, le problème de Fly, c'est qu'il est toujours à l'ombre. Mais s'il n'y a pas d'ombre au sommet, sinon il est loin du sol. Qu'est-ce que t'en penses, Fly, mais quand même, de cette. ouais, alors, de ce que. Alors, moi, j'ai fait plusieurs fois l'étape du Ventoux pour les courses hommes. Donc, oui, il y avait une fois avec la double montée, mais les autres fois, c'était plus aussi grosso modo, du tout plat et après la montée du Ventoux. Et là, c'est vrai qu'en regardant un petit peu, il y a deux, trois montées avant Malocène. Il y a deux même, le col de Suzette et le col de la Chaîne. Et après, un petit passage par le col de la Madeleine. Donc ça met déjà quelques petites montées avant d'entamer vraiment le gros du Ventoux. Donc c'est un peu différent, mais je sais pas si ça va vraiment changer le scénario de la course. Et puis bon, après, ouais, le Ventoux, c'est le Ventoux, quoi. C'est 15 Moi, km très la dur. seule montée qui peut avoir un impact à part le Ventoux, c'est la grande limite en entrée pour l'échappée, mais ça va être, je veux dire, ça va être négligeable tellement le Ventoux, ça écrase l'étape, quoi. Oui, oui, après, de toute façon, bah, Ah oui. le final se jouera là-bas, quoi. Donc la Mm. victoire se jouera dans Mais l'étape du Ventoux. je pense que les leaders voudront se jouer la gagne au sommet. Donc, pour, euh, donc voilà, pour vérifier, la seule édition féminine du Mont Ventoux dénivelé Challenge, c'était en 2022. Et on avait eu la victoire de Marta Cavalli devant Clara Koppenburg, Evita Music, Paulina Royackers, Kim Katzo, Elise Chabet, Yulia Birukova, Brody Chapman, Morgan Coston, Spela Kern. Et après, c'est plus le top 10, mais j'ai encore plein de chouchoutes à caser. Tu veux que je mette les miennes? Il y avait Margot Vigier, je sais, sur l'épreuve. Il y avait Lucie Jounier. Qui c'est qu'il y avait d'autre? C'est une sélection française. Il y avait Charlotte Bolton aussi, mais qui était un peu loin. Ouais. Bon, ben, rappelez-vous-en bien, parce que je pense qu'il n'y aura pas d'autre édition, hein. Euh, le col de la Grande Limite dont vous parliez, c'est aussi quelque chose qu'on connaît, mais on la prend dans l'autre sens par rapport au boucle de Dromardèche, en l'occurrence à la Drôme classique. Euh, donc, voilà, c'est sur l'âge de la petite route sympatoche. Euh, Comme tu disais, Cactus, c'est favorable au départ d'une échappée, mais ça ne fera pas grand-chose d'autre. Donc voilà, une belle étape reine. C'est aussi l'étape qui servira de support à l'étape du Tour femmes qui aura lieu la veille, le jeudi. Il me semble que c'est Ouais. Alors déjà, c'est vrai que oui, en disant ça comme ça, c'est que l'étape reine du Tour de France,
aura lieu le vendredi. Donc c'est un peu c'est à souligner, parce que d'habitude c'est toujours soit sur le samedi, soit le dimanche. Donc là, ça va tomber en semaine. C'est assez particulier. Donc on va voir ce que ça va donner voilà, en termes de spectateurs notamment. Et après pour la course, ça va pas changer grand-chose, mais voilà, pour attirer le public sur le bord de route, c'est mieux le week-end. Mais bon, après c'est le tour, donc il y a du monde tous les jours. Ouais. Ouais, l'étape femme qui aura lieu la veille, donc il y aura aussi probablement un certain nombre de personnes qui auront participé à cette étape et qui resteront pour voir passer les pros le lendemain. Ça Ouais, va peut-être aider pour ramener du monde, peut-être dans cette idée-là. ouais, après le faire le même jour, ça aide aussi hein, pour attirer du monde. Mais bon, c'est vrai que logistiquement, c'est quand même compliqué à faire. La capacité d'hébergement avant tout. En haut du Ventoux, ouais, non, il n'y a pas trop d'hébergement. Hein. Voilà. C'est quand Il y même a des tentes, touristique. quoi. T'as même ta Ils tente. sont Alors habitués à attention, voir les villes. attention aussi quand on met la tente et que il y a du vent, parce que c'est le Ventoux. Et que après, quand il y a trop de vent, là, il décale l'arrivée. Allez, le samedi 8, on sera entre Sisteron et Nice pour 175 km. C'est une étape qui va monter sur le début, notamment pour emmener les coureuses au col de Tuzzo, et qui va redescendre gentiment vers Nice, mais avec quand même la côte de Colomar et le côte de la Ginestière sur la fin. Donc, je crois peut-être perturber les velléités de certaines sprinteuses. Mm. Ce que tu en penses, Louis? Ouais, bah c'est ça, il y a une petite montée sur le début de l'étape, mais bon, c'est vrai que vu ce qu'il y a eu la veille, ça sera pas non plus trop dangereux. Et puis, ouais, après, sur la fin, ça peut être propice aux attaques, ou entre les leaders qui, bah, si certains ont perdu du temps la veille, qui vont se rattraper. Je sais pas si ça va faire beaucoup de dégâts parce que on avait un gros morceau la veille, il y en aura un gros morceau le lendemain, donc ouais, je sais pas À s'il y aura voir, parce vraiment qu'en trop. plus en plus des deux bosses qu'on a sur le profil, Marion Rousse a aussi évoqué un petit mur dans les tout derniers kilomètres, où même là, ça pourrait être presque plus au placement que sur une vraie volonté d'attaquer, où il pourrait potentiellement y avoir des cassures juste là-dessus, sans compter en plus l'éventuelle tension, etc. pour des chutes. Mais je veux dire, c'est presque dommage dans le sens où on a une seule vraie étape pour sprinteuse, je trouve, qui est celle de Genève. Et que là, sans les petites côtes du final, on aurait pu avoir une deuxième vraie étape pour sprinteuse. Parce que là, pour celles qui sont moins complètes, qui passent moins les bosses, bah, elles viennent quasiment pour rien, quoi. Enfin, c'est pas super pour elles. Après, c'est notre analyse, mais je te rassure, j'ai vu des analyses qui disaient qu'il y avait 4 ou 5 étapes pour Lorena Vibes, donc tout va bien. Ah oui, mais les étapes pour Oui, sprinteuse, c'est pas les mêmes que les étapes pour Vibes. oui, si tu parles par exemple une étape pour Charlotte Cole, ça sera plus difficile pour elle, là, notamment pour arriver dans le premier groupe sur Nice, sur cette étape-là. Euh, Après, par contre aussi, je tiens à signaler quelque chose par rapport au profil et les parcours. C'est que l'année dernière, entre ce qui avait été annoncé sur la présentation et ce qu'il y avait eu au final, il y avait quand même eu pas mal de changements avec bah, certaines codes qui avaient été changées. Donc voilà, on ne peut pas non plus trop se fier là-dessus à 100%, hein, ça peut changer, et notamment au niveau de Nice, selon les autorisations qu'ils ont. Je ne sais pas s'ils arriveront à caser toutes ces codes sur la fin, ou s'ils devront un petit peu modifier le parcours. En tout cas, pardon, c'est annoncé comme étant l'étape la plus longue de ce tour avec Ouais, 175 km, donc ça va être entre les deux grosses étapes de montagne, tout ça, ça va pas être de tourpeau non plus. Ah ouais. oui, il y aura du ski aussi, surtout qu'on est en fin de tour, donc il y aura quand même des jambes fatiguées. Et on Ouais. va arriver à la Après, fin ouais, de l'étape. juste pour la distance entre Sisteron et Nice, c'est compliqué de faire moins de 150, même en ligne droite. Mm. Donc, ça sera forcément l'étape la plus longue. Oui, c'est ça. Il y a des étapes où il n'y a pas trop le choix, forcément. Ouais. Par Pour la contre, dernière, on aurait pu faire une étape à 0 km pour la dernière, puisqu'on est entre Nice et Nice.
Mais bon, on va quand même leur faire un petit circuit. Et elles vont pouvoir effectuer 99 kilomètres. Et là, on sera sur. Bon, j'espère qu'ils ne vont pas nous changer le parcours, parce que là, sinon, ça va être quand même assez impactant. Puisqu'on aura 4 ascensions du Col d'Èze, trois ascensions similaires, on va dire, et la dernière qui se fera par le chemin du Vinaigrier, qui permet d'arriver toujours au même point au Col d'Èze, mais de manière plus courte, donc forcément plus pontue. Donc, on cherche à finir ce Tour de France avec toujours de l'animation, et pourquoi pas, s'il y a encore des écarts faibles au général, bah, de quoi mettre l'ambiance sur cette dernière étape. Exactement. Et côté spectateur, c'est vrai que bah, si on va en haut du col d'Èze, donc sur la toute fin, donc je dirais les 2 derniers kilomètres, on verra 4 passages. Donc clairement, c'est l'idéal pour profiter du spectacle. Oui, non. Alors, globalement, ce Tour de France, messieurs, qu'est-ce qui Juste pour la, qu'est-ce qui vous inspire? Oui, vas-y, ouais, Cactus. sur la dernière, en même temps, j'aime bien le profil de celle-là. En même temps, je trouve que c'est un peu dommage d'être là de faire un petit circuit comme ça, alors qu'on a vu je veux dire, souvent les dernières étapes de Paris-Nice chez les hommes, qui sont aussi des boucles entre guillemets Nice-Nice, qui vont aller chercher un peu plus de cols, enfin, des cols un peu plus hauts, etc. Donc voilà, l'étape comme ça est pas mal, je trouve, mais il y a un peu l'impression enfin, on peut avoir l'impression que c'est dommage de se contenter de ça quand on a autant de possibilités autour en termes de cols. Oui, après, moi, je ne trouve pas bête l'idée d'un tourniquet, justement. Comme disait Fly, tu vas pouvoir voir passer les coureurs pendant quatre fois, hein, si tu te positionnes au bon endroit. Et voilà, c'est un peu la fête finale. C'est un peu bon, je ne vais pas dire ça comme ça, mais il ne faut pas le prendre de manière négative, mais c'est un peu le crito de fin de tour, quoi. C'est le feu d'artifice final. Donc, si ça veut bagarrer, ça peut être quand même très intéressant. Même si effectivement, il y a plein d'autres possibilités autour, hein, on est d'accord. Mais bah, là, ça permet de. C'est le cyclisme féminin, hein, on a besoin de ramener du monde et que les gens puissent voir le spectacle au maximum. Et là, c'est, je pense, pour du cyclisme féminin, une bonne idée. Effectivement, on serait sur une dernière étape du Tour de France Homme. Peut-être qu'il faudrait la faire un peu autrement pour essayer aérer un petit peu la chose. Là, pour nous, je trouve que c'est pas mal. Ouais, après, il faudra voir aussi quels sont les écarts au début de l'étape, hein, le matin. Et ouais, s'il y a moins d'une minute d'écart entre trois coureuses au départ le dimanche matin, ben, il y aura forcément des attaques et ça va bouger de partout. Et voilà, il y aura le général sera chamboulé, donc ouais, ça sera forcément intéressant. Ouais, même si c'est pas pour la première place, hein, ça peut vouloir se jouer Oui, le podium, ça peut vouloir des accessites, ça peut vouloir se jouer un classement annexe sur la meilleure jeune ou peut-être encore sur le grimpeur, encore que là, ça sera déjà joué. Mais ouais, il y a des bagarres à différents niveaux. et l'étape n'est pas très longue, en plus c'est du 99 km, donc ça reste un format plutôt court, donc propice aussi à plus d'action. Donc, globalement, qu'est-ce que vous pensez de ce Tour de France Femmes 2026? Pectus. Bah, c'est bien. Voilà. Non, toi, il y a, Ah, vas-y, il y a c'est ça. il y a des étapes un peu pour tout le monde. Bon, à part peut-être effectivement pour les sprinteuses, mais on peut imaginer que ce soit aussi lié au parcours où, en étant comme ça tout autour on va dire globalement des Alpes, etc., c'est pas forcément évident de trouver des terrains où tu peux faire 120 bornes avec 500 mètres de dénivelé. Mais voilà, après, ça va sur des zones qu'on n'a pas eu non plus trop sur le tour ces dernières années du côté féminin. Ouais, c'est bon. Parce que même si on a eu 2 arrivées dans les Alpes ces 2 dernières années, bah, on reprend aucun des grands cols, etc. Donc ça reste, on peut dire, on peut se dire c'est dommage que ça reste sur un gros quart sud-est, on va dire, mais pour moi, c'est pas répétitif. Enfin, on voit toute la variété presque qu'il peut y avoir dans ces régions, quoi. Ok.
Ouais, effectivement, tu Ok. dis que ça, ça reprend pas les mêmes calls. C'est vrai que oui, il y a vraiment c'est la cinquième édition, il n'y a aucun gros call qui a été repris plusieurs fois, aucune étape qui a vraiment eu lieu deux fois. Bon, il y aura Nice, puis il y aura deux arrivées, mais bon, c'est autre chose. Donc ouais, c'est vrai que ça fait découvrir, et pour ceux qui comme moi prennent leurs vacances pour le Tour de France et qui veulent découvrir la France, voilà, c'est toujours des endroits différents, donc ouais, c'est très intéressant. Et après, non, on a le retour du chrono, donc qui sera sur Dijon. Ça va être la troisième fois qu'il y a un chrono du coup sur le Tour de France. Euh, alors moi j'adore les chronos, donc c'est vraiment le type d'épreuve que j'apprécie le plus, donc c'est à ne pas manquer. On a le Mont Ventoux, donc sommet mythique du Tour de France, et puis bah, l'arrivée à Nice qui promet du spectacle avec plusieurs passages. Donc, ouais, non, mais c'est un parcours déjà intéressant et vivement l'été prochain. J'ai pensé à toi, Fly, parce que j'ai entendu, je ne sais plus à quel endroit, sur une radio, il me semble, euh, qui disait que bon, les contre-la-montre, c'est pas ce qui intéressait le plus le public et que c'était chiant et tout. Ça m'a fait rire parce que, effectivement, moi, je suis un peu de ton avis. C'est quand même une épreuve super intéressante où tu vas passer chaque coureur une par une. Tu peux Ouais, les encourager individuellement et justement, tu en as pour ton argent, c'est-à-dire que tu viens pas pour les voir passer en 30 secondes, mais tu les vois passer en 3 heures. Donc, exactement. Après, je dirais c'est qu'il y a aussi quand même, il faut être un petit peu suiveur et connaître suffisamment les coureuses. Et c'est vrai que bah, ceux qui vont sur le tour en connaissant Pauline Ferrand-Prévot, mais aucune autre coureuse, euh, ils peuvent être un petit peu déçus en voyant bah, toutes les autres qu'ils ne connaissent pas. Alors, il y a l'autre aspect qui permet justement de les découvrir et de les connaître un peu mieux. Mais c'est vrai que si on connaît pas grand monde sur la course, et qu'on n'est pas super intéressé par toutes les coureuses, ça peut être long. Je l'avoue, mais bon, moi c'est pas mon cas. j'ai peur que ce soit un peu ça pour un certain nombre de personnes. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et du coup, vaut mieux se mettre au début du chrono, comme ça, il y a plus de chances que les coureurs passent dans l'ordre de départ. Parce que Bien si sûr. on se met sur la Exactement, ouais. fin, il peut y avoir des écarts, des coureurs qui en ont doublé d'autres. Voir des coureuses C'est qui plus arrivent en tendu à même suivre. temps. T'as aussi ça, des coureuses qui arrivent en même temps et qui se retrouvent, bah, Et c'est tu sûr que sais pas si vous laquelle êtes comme encourager. Fly et que vous avez la moitié du peloton qui est dans votre liste de chouchoutes à encourager, forcément, ça complique. Effectivement. Ah, oui, mais est-ce qu'il y a des questions sur le chat ou tout va bien? Euh, Ça a été complet. non, c'est complet. Mais il y a monsieur qui me disait, voilà, que par rapport à l'étape de Mâcon, Belleville-en-Beaujolais, que ça allait être une sacrée étape. Mais, c'est ce qu'on a dit aussi. Ouais, si elles veulent se donner la peine, ça peut être un beau bazar. Ouais. Ok, ok, bah, moi, je trouve que c'est un tour qui va être intéressant, moi, déjà parce que ça tourne autour de chez moi, donc j'espère bien et voir pas mal de choses. Et puis, bah, comme vous disiez, il y a pour tout le monde, il y en a vraiment pour tout le monde, tous les types de profils. Euh, euh, Probablement des étapes qui vont favoriser au moins le départ des échappées. On verra bien si elles sont encore à l'arrivée. Mais voilà, il y aura forcément de l'animation, il y aura forcément des rebondissements euh, et des beaux parcours sur la plupart des étapes. Donc, moi, je suis assez conquis par ce Tour de France. Et juste pour Oui, ajouter un dernier mot, enfin, je vais mettre sur le site de la carte avec les différentes étapes et aussi un lien pour découvrir un petit peu tous les parcours tous ensemble sur une carte interactive. Donc ce sera les parcours qui sont pas encore officiels puisque c'est pas encore officialisé. Mais voilà, si vous êtes dans le coin et que vous voulez voir si le tour passe près de chez vous, eh ben, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. très bien. Euh, on a un autre sujet, c'est que l'UCI a annoncé une première annonce sur les licences données aux équipes. Est-ce que tu as un visuel là-dessus, Fly? Non.
Il plaît pas de visuel. Non? Désolé. Je peux te, est-ce que Cactus ou toi, vous voulez en parler? Moi, je vous avoue que je l'ai pas préparé, je l'ai pas cherché. J'ai pas la liste sous Bah les yeux oui. non plus. Mais vas-y, Cactus. Non, mais ça se retrouve facilement, ça. Oui, Donc, globalement, on a eu, il me semble qu'il y a 16 demandes pour le 16 demandes de dossier World Tour. Donc, forcément, on a pas Ceratizit qui ne repart pas. On n'a pas Roland, a priori, mais on a les 13 autres équipes qui sont actuellement au World Tour. Donc, je vous laisse faire la liste, hein. donc Ah, c'est bah vas-y. Easy, Je. Gagnaire, Philips, Vas-y. IF, FDJ United Suez, Phoenix de Connect, Human Power Health, Lidl Trek, Movistar, Picnic PostNL, SD Works, Visma, UAE et UNOX. Donc voilà, là, on a 14 équipes, il me semble. On a 14 équipes. Il Et nous manque l'UCI a annoncé 16 candidatures. Donc, a priori, on a aussi Livalula Jaiko qui a peut-être des problèmes administratifs, peut-être plus. Il y a un article de Escape Collective qui est sorti ces dernières heures qui évoquait ça, mais que j'ai pas pu lire. Et un autre projet, donc peut-être Roland sans sponsor, on ne sait pas exactement. Mais en tout cas, ce qu'il y a à retenir, c'est que donc on a a priori deux places vacantes avec Serratizit et Roland qui ne repartiraient pas, ou du moins pas World Tour, et qui seraient demandées par IF et, plus surprenant, par Cofidis. Je me demande même si Cofidis n'a pas tenté en se disant, bon, de toute façon, il y a peu de chances que ça passe, et que finalement, puisque les autres équipes, donc notamment Parc Hôtel et Laboral qui étaient devant, n'ont pas voulu demander, peut-être que Cofidis risque de se retrouver en World Tour sans vraiment l'avoir voulu, même si je pense que s'ils ne le veulent pas, il y aura possibilité de ne pas monter, évidemment. Mais à voir, donc, ils sont annoncés comme y étant, hein. pardon, Pour l'instant, ils sont annoncés comme y étant. ils Sur sont cette- annoncés comme candidats. Oui, candidat. Oui, Parce que là, voilà, on n'a pas encore l'opinion, on va dire, de l'UCI sur ces candidatures, mais on peut imaginer que ce soit ces équipes-là et Liv qui soient les 15 équipes World Tour de 2026. si Cofidis est en retour, il va falloir que Raphaël Jeune prenne les prénoms de ses coureurs. Bah, puis il va falloir recruter du monde parce que pour l'instant, elles sont 11 ou 12, je sais plus, pour la saison. Ça risque d'être un peu peu. Ouais, il y a des On connaît prolongations tous qui auront lieu. Enfin, voilà. Et on a également 6 équipes candidates à l'échelon Pro Team, donc à la deuxième division. Donc 4 équipes qui y sont déjà, Laboral Kucha, Saint-Michel, Volker Wessels et Winspace. Pas d'Arkea donc, et deux nouvelles équipes, enfin du moins deux candidatures nouvelles à cet échelon, Ma Petite Entreprise et la Lotto Ladies. Donc, a priori, il a pas de raison qu'un de ces dossiers soit rejeté, je pense. Ouais. Et on peut Ouais, imaginer que si il y a des dossiers rejetés enfin s'il y a un dossier rejeté à l'échelon au-dessus, il puisse se retrouver à ce niveau-là, potentiellement. Il y a une limitation du nombre de pro teams, Cactus? Pas à ma connaissance, en sachant que l'UCI voulait faire que les courses World Tour ne soient accessibles qu'aux équipes World Tour et Pro Team à partir de l'an prochain. Donc ça risque de... enfin, on peut penser que l'UCI soit assez généreux, on va dire, avec cette licence Pro Team. Oui, après, oui, faut voir est-ce qu'il y a d'autres candidats. Mais Et voilà, voilà. pour l'instant, là, Ouais. il y a 6 dossiers. Enfin, on a 6 noms, on a 6 dossiers. C'est pas comme au-dessus où il y avait des mystères, on va dire. Donc, à moins d'une surprise, on aura 6, peut-être 7 selon le résultat des World Tour, mais voilà, pas plus de 7 pro teams en toute logique. Ouais. Donc, globalement, comme cette année. Ouais, Oui, avec donc le risque, grosso. comme Vive Alba ne soit pas prise au niveau World Tour et pourrait aussi redescendre d'un cran et que pareil pour la 16e équipe qu'on ne connaît pas.
Euh, c'est une hypothèse que ce soit Roland d'une autre manière, mais il n'y a rien de sûr par rapport à ça. Non, oui, c'est plutôt dans le sens où Mm. on n'a aucune nouvelle de Roland. On ne sait pas si le sponsor Roland sera toujours là, etc. Mais ce serait pas étonnant que qu'ils aient déposé un dossier quand même Mm. sans qu'on ait plus d'infos, quoi. Mm. Ouais, après, l'année dernière, on n'avait pas forcément plus d'infos non plus à cette période de l'année, hein. Avec aucune recrue annoncée, pas de prolongation non plus, il me semble. Ah, mais oui, c'est vrai que Roland, c'est pas ceux avec lesquels on est le plus, comment dire, on est le plus vite informé. Tout comme la Phoenix. Ouais. Un sujet dont on n'a pas forcément parlé auparavant, je me tourne surtout vers toi, Cactus, parce que tu surveilles bien ce qui se passe sur le groupe et toi aussi. Euh, Le sujet FKA s'arrête, hein, donc on a eu l'info. Alors, Euh, officiellement, il me semble qu'il n'y a toujours pas eu de communiqué de l'équipe pour dire qu'on arrête tout ça. Mais ouais, entre tous les coureurs qui partent, notamment ceux qui disent qu'ils n'ont plus rien, qu'ils n'ont plus de contrat, même là, il y a eu aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, de Valentina Cavalar qui est censée être engagée jusqu'en 2027, etc. A priori, la structure Arkea telle qu'on la connaît ne repartira pas. certes, mais justement, c'est dans ce sens-là que va ma question. La problématique Arkea, c'est que les sponsors principaux ne veulent plus du patron principal de l'équipe, du team principal de l'équipe, dans une équipe de Formule 1. Dans les rumeurs qu'il y a eu, il y a eu plus tôt dans la saison une rumeur qu'Arkea aurait voulu racheter l'équipe, mais que Emmanuel Hubert n'aurait pas voulu vendre. Voilà. Donc ces partenaires qui avaient l'intention de racheter l'équipe, qui voulaient simplement se débarrasser du patron actuel, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui dans le cyclisme? Ils réinvestissent du coup pas. Alors, a priori, Comment Arkea, ça se ils auraient passe? peut-être été peut-être pas dégoûtés, mais ça les aurait bien refroidis, quoi, enfin tout ça. Donc Oui, pas sûr ça, qu'ils auraient c'est envie de facile de retenter, dire ça, quoi. hein. Et en plus, bah, Arkea, il me semble qu'ils voulaient faire d'autres investissements. Ils sont aussi sur la voile, par exemple, les choses comme ça. Et pour les autres, bah, BNB, je pense que BNB ne peut pas financièrement accompagner une équipe elle toute seule. Mm. Donc après, ils peuvent Non. toujours rejoindre ma petite entreprise s'ils veulent, hein, ça leur coûtera moins cher. Après, Arkea, je crois qu'on l'a déjà dit, mais c'est la même maison mère que c'est le Crédit Mutuel derrière, hein, c'est la même maison mère que Cofidis, c'est la même maison mère que CIC. Donc, ils sont déjà dans le vélo par d'autres marques, hein, Mm. ces gens-là. Et- Vas-y. Ah et, bon. je sais pas comment ça s'était passé, si c'est, mais qu'à l'origine, c'était même Fortuneo qui était sponsor et que Arkea, qui était la maison mère de Fortuneo, a repris par la suite. Donc forcément, ils ont prolongé, donc ça devait quand même trouver un intérêt chez eux. Mais on sait que chez les hommes, par exemple, il y a Total qui s'est retrouvé presque avec une équipe cycliste en rachetant le Direct Energy. Donc le fait qu'il y ait un sponsoring ne veut pas forcément dire que ce soit quelque chose qui soit intéressant, on va dire, pour la marque. Oui, au total, ils vont y rester finalement, hein, tu vois, ils sont arrivés en rachetant Direct Energy, mais ils vont y rester en montant chez Ineos. Mm. Ils se sont rendus compte que vous aviez bien le greenwashing en plus, c'est chez Ineos. Mais on dérive un peu là. Oui, peut-être. Ok, on a fait le tour sur ces licences. Bah, de ce qu'on en sait, Parce après qu'on voilà. verra comment ça évolue. Mais il me semble que c'est en général autour du 10 décembre qu'on a les officialisations. Donc il va encore falloir attendre un petit peu. Ok, ok. Bon, bah écoute, Cactus, tu prends une longue respiration, une grande gorgée de sirop et c'est à toi, parce qu'on va parler mercredi. Et ben non, l'avantage, c'est que vu qu'il y a plein de trucs à dire, c'est Fly qui fait les visuels et du coup, c'est lui qui se débrouille. Voilà, Ah, super. bien joué. Allons-y. Allez. On est parti pour cette rubrique Mercato.
Alors, on va commencer avec Sylvia Bader qui a annoncé qu'elle avait quitté la Picnic Postenel sans annoncer sa nouvelle équipe. Donc, voilà, à suivre, elle était sous contrat pour l'année prochaine. Donc, une déprolongation. On enchaîne avec les prolongations, justement. On va avoir Émilie Maurier du côté de chez Saint-Michel, Marie Schreiber du côté de la SD Works, Cindy Pomares du côté de Oshi, Barbara Malcotti chez Human Powered Health. Du côté de la Liv Alula Jayco Continental, on a Moroy Adil, Emma Jeffers et Hélène Esters qui ont été annoncés comme dans l'équipe l'année prochaine. 3 prolongations du côté de chez Winspace avec Marina Lyon, Constance Valentin et Jenaya Francis. 3 prolongations aussi du côté de la Movistar avec la française Aude Bianic, Sarah Martin et Tota Magalhaes, la brésilienne. On va avoir des nouvelles signatures du côté de chez Saint-Michel avec India Granger qui vient de chez Coop et surtout on va en reparler d'Alison Jackson qui vient de chez IF Education Oatly. On va avoir du côté de la Loto un départ de Chloé Saugrin qui va repartir chez les amateurs du côté de chez Lady Dynamics. Côté ma petite entreprise, alors là il y a plusieurs arrivées qui ont été annoncées avec Ilona Roy qui vient de chez Saint-Michel, Noémie Abgral, la championne de France qui vient de chez Lady Dynamics, Morgane Coston qui nous vient de chez Roland, Léa Stern du KDM Pack et enfin Célia Lemuel qui quitte Ceratizit puisque Ceratizit s'arrête. On va avoir du côté de chez Oshi. Ilona, elle était chez Wild Ladies et elle était stagiaire chez Saint-Michel, mais elle n'était pas sous Effectivement, contrat chez Saint-Michel. effectivement. On va avoir du côté de chez Oshi l'arrivée de Yuli van der Molen, qui vient de chez Flying Freelancers. La Liv Alula Jayco, donc du côté de la Conti, donc j'ai signalé les prolongations. On va avoir 2 autres arrivées donc pour compléter l'effectif. Donc Sophie Marr qui vient de Blackmagic et Annabelle Thomas du KDM Pack. On va avoir du côté de la Winspace 2 arrivées, donc Léa Rondel qui vient de la Baloise et Alice Coutinho qui était dans l'équipe il y a 6 ans et qui a passé 5 ans en Espagne, donc qui revient au Bercail. Du côté de la Picnic Postenel, on a 2 arrivées, donc Mia Griffin qui vient de chez Roland et Dilixine Mirmont donc qui ramène une Française dans l'équipe, donc après un an sans Française. Du côté de la coop, on a 3 arrivées, donc Nora Tveit qui elle était dans l'équipe il y a 3 ans. On a Kama Bergolt qui vient de chez Ridger, donc un petit peu la dévo de chez Coop. Et Stine Marie Snortheim, donc qui elle était chez les amateurs en Belgique. Du côté de chez Canyon SRAM Generation, on va voir l'arrivée d'une boxeuse, donc Sophie Alish, qui vient rejoindre l'équipe. Donc après le départ d'Alice, on a Alish qui revient. Du côté de la Das Hutchinson, l'équipe anglaise, alors là je vous laisse le prénom, puisque ça ne dit pas Kaomi, je ne sais plus comment on prononce, mais O'Brien de chez Cinesca, et l'arrivée qui nous vient de chez Park Hotel, la Volker Vessels de Anne Van Rooyen. On va avoir du côté de Hanseling Alba Devo l'arrivée d'Arabella Blackburn et de Grace Lister. Et enfin, pour terminer cette page, du côté de la UNOX, l'arrivée de Sigrid Iterus Oxet qui nous vient de la coop. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Bon, chez Yann, on a aussi Easy Sharp qui quitte Lidl Trek, il me semble. Ouais, c'est possible, ouais. Je sais pas pourquoi. On l'avait pas dit la dernière fois, sinon? Je crois pas. Enfin, moi, Bon, je l'ai noté pour cet épisode. bon ben voilà, c'est rajouté. Easy Sharp qui nous quitte la Lidl Trek. Alors, Cactus, tu vas pas t'en tirer comme ça, tu voulais quand même parler d'un transfert en particulier? Alors, pour être tout à fait exact, c'est Fly qui a décidé qu'on parlerait chacun d'un transfert en particulier. Qu'on passe 15 ans à parler de chaque transfert. Donc, j'ai choisi de parler de Dilixine Mirmont, qui va donc chez Picnic depuis la Ceratizit. Donc, cette année, elle a pris la 7e place sur l'étape de montagne sur le Tour. On l'a vu au Salvador où elle est allée chercher sa première victoire pro notamment. Elle a terminé 10e de l'Itzulia, 7e du Tour of Norway, 11e des championnats de France. Et surtout, elle a pris une belle 2e place d'étape sur le Giro et elle a porté 2 jours le maillot rouge avant de devoir abandonner malade.
Et donc, on a vu déjà un beau développement depuis ces années chez Saint-Michel, puis cette année chez Serratidit. Et ça donne très envie de voir ce qu'elle pourra faire avec Picnic Postenel pour ces 2 prochaines saisons, donc 2026-2027. Et notamment, on voit que même si on a des jeunes prometteuses comme Ninke Minke, bah, elles devraient avoir assez de liberté dans ce domaine-là des courses vallonnées montagne. Donc là où dans d'autres équipes, il y aurait eu peut-être plus de concurrence. Disons que si elle avait signé chef des Fez, il n'y aurait pas forcément eu les mêmes perspectives. Et après, ça fait plusieurs années qu'on voit une Française de chez Picnic rejoindre la FDJ. Donc, si elle continue son développement et voilà, qu'elle s'améliore petit à petit, bah, peut-être que d'ici quelques années, elle rejoindra la FDJ. Transfert en particulier dont tu voulais parler? T'es un petit peu bloqué, mais je pense que du coup, tu me demandes à moi si j'ai un transfert. Bah, moi, c'était. Oui, c'est ça. Ça. Vous voyez mon t-shirt, hein, c'est la Parc Hôtel, hein, parce que vous savez que je suis fan de l'équipe. Et bah, c'est vrai que les départs de la Parc Hôtel, ça fait toujours quelque chose. Et donc voilà, voir Anne qui quitte l'équipe, bah, comme l'avait fait sa sœur l'an dernier, donc voilà, ça permet d'avoir des chouchoutes qui partent dans différentes équipes et donc voilà, renouveler un petit peu je sais pas comment dire, mais voilà, avoir un petit peu des chouchoutes de partout. Donc elle va rejoindre une ancienne équipière qui était Julia Van Bokoven, qui était à la DAS Hutchinson depuis l'an dernier. Je ne sais pas si elle a prolongé, mais voilà, ça fait une néerlandaise de plus dans l'équipe. Donc voilà, à voir si Que oui. tu me dis qu'elle a prolongé, ouais. Ouais. Moi, ce que je retiens, c'est que ton transfert marquant, c'est celle qui est plus avec sa sœur, donc elle va à la DAS. Exactement, mais sa sœur était déjà partie de l'équipe, hein. Ouais. Donc voilà, donc après il y a aussi Ellie Manière, Van bon. Rooyen qui pourrait rejoindre l'équipe, donc ça on verra ce qu'elle fait. Ouais, la manière dont vous l'avez noté pour. Ah, alors c'était pour qui? Non, c'était pas pour Anne Van Rooyen, c'était pour qui? Qu'est-ce qui va à la DAS? Bah si, là, Euh, c'est Anne Van. ouais, il y a Anne et Camille O'Brien. Camille, je sais pas comment vous prononcez. Je crois que c'est qui va la prononciation, mais Ouais, c'est possible. Ouais. Moi aussi, bon, j'avais choisi aussi un transfert. En l'occurrence, c'est celui d'Alison Jackson. Bah, Alison Jackson, c'est déjà une figure sur les réseaux sociaux. C'est une animatrice d'équipe, c'est une capitaine de route. Elle a 36 ans. Et elle arrive chez Saint-Michel. Donc, c'est le transfert un peu surprise. Je ne sais pas s'il y avait eu des rumeurs sur le groupe Eto, Cactus, mais non, bah la seule base de rumeurs qu'on avait, c'est Simone Boilard qui disait qu'elle était contente de revenir dans une équipe où il y avait des Canadiennes, mais ça donnait pas forcément beaucoup plus d'infos parce qu'on voilà, on avait une des sœurs Normand que je vais pas prendre le risque de prénommer parce que je vais me tromper, qui est dans l'équipe cette année, donc Adèle. voilà. Donc Adèle Normand qui est dans l'équipe en 2025, mais dont on ne sait pas si elle prolonge. Ouais. Donc à part ça, on n'avait pas trop d'autres infos. On a eu ensuite l'arrivée de Clara Raymond, donc le, j'allais dire la cerise sur le pancake au sirop d'érable, donc Alison Jackson. Ouais, donc triple championne du Canada et championne du Canada en titre sur la course en ligne. Euh, Également ancienne championne du Canada contre la montre une fois. Euh, Elle a gagné quelques petites courses, une deuxième étape de la Vuelta l'année dernière, Paris-Roubaix il y a 2 ans. Euh, mais surtout, le projet de sa carrière, c'est évidemment la sixième étape du Tour de l'Ardèche en 2016. Euh, donc, un renfort de poids pour les Madeleines. Après, voilà, continuer les Madeleines au sirop d'érable. Euh, Est-ce que c'est. J'enchaîne sur une question, hein, du coup. Et tu parlais de Simone Bollard. Simone Bollard, elle revient un peu aux sources après s'être un peu égarée chez Ono X.
Est-ce que tu penses que ça peut être un élément supplémentaire pour redonner du peps à Simone, par exemple, et puis donner du peps à l'ensemble de l'équipe Saint-Michel, Cactus? Bah, après, je veux dire, peut-être, mais plutôt dans le sens où Simone, même enfin, dans ses années Saint-Michel donc précédentes, c'était un peu la seule leader, si on peut dire. Là où, avec une Alison Jackson dans l'équipe, elle sera moins surveillée, pas forcément sur un Paris-Roubaix, mais sur les semi-classiques, les petites classiques belges, bah, un Omloop van Aert-Roland, un Dwars van machin, un Grand Prix Oettingen, etc. Là, c'est les courses où je pense que Simone aura plus de possibilités de par la présence d'Alison Jackson dans l'équipe. On a un peu fait le tour. Il y a beaucoup de transferts. Mm. Ouais, bah c'est la Moi, période. j'avais. Et puis bon, après, quand on rate un épisode aussi, il y a 2 semaines de transfert à rattraper. Donc voilà. Et à noter qu'on commence à avoir un peu plus de visibilité sur les histoires de fusion, loto, intermarché, etc. Donc on peut s'attendre à avoir un peu plus de nouvelles dans les prochaines semaines. Parti pour ce point. C'est ça, puisqu'on rappelle que la Loto Ladies, qui était cette année en Conti, a demandé sa place en Pro Tour, pardon. Euh, Moi, j'avais donc une nouvelle rubrique, la rubrique plat du jour. Eh ben vas-y. Ça va être une rubrique éphémère, mais si je vous dis, si je vous dis suprême de volaille fermière de lin, sauce morille, vin jaune et pomme vendangeur, Je crois que je ça vous l'ai. évoque rien? La troisième étape du Tour Voilà, 2026. presque. Fly? Euh, c'est pas le menu qu'il y avait au mariage de Juliette? C'est ça, c'est le plat du menu du mariage de Juliette Labousse et Clément Bertrand. Ça suivait un médaillon de truite du Jura de cuisson, euh, un petit plateau de fromage avec les fromages comtois, des pièces montées et un wedding cake à la française, framboise pistache. Donc on souhaite évidemment bonheur à Juliette et Clément. Bon, et visiblement, ils ont déjà décidé c'est qui allait chez qui, puisque c'est Clément qui rejoint Juliette, chef des J. Et c'est ça. Par Même contre, moi, si, il me évidemment, semble. rappelle, les mêmes structures, tout ça, tout ça. Ouais. Bah, ça aurait été compliqué d'aller chez AG2R surtout. D'ailleurs, normalement, Decathlon CMA-CGM va faire une équipe féminine en 2027. C'est ce qui est annoncé. Ok. S'il récupère BNB comme sponsor. Nokia. Ouais, ça fera ma grosse entreprise, hein. Ouais. Est-ce qu'on a autre chose pour ce soir, monsieur? Bah, d'ailleurs, on parle de ma petite entreprise rapidement. Donc, l'équipe a annoncé 8 coureurs pour l'instant. Il y en aura au moins 2 autres. Et il y a possibilité, enfin, c'est évoqué si la récolte de fonds, on va dire, se passe encore, encore, pardon, encore mieux, de monter potentiellement jusqu'à 12 coureurs. Donc au moins 2 recrues supplémentaires, peut-être jusqu'à 4 si tout se passe pour le mieux. Ok. Et donc pour l'instant, une seule Et compte non tenu française. Donc, oui, compte tenu du roster actuel, Cactus, qui suit ça de très près même, il manque quel profil? Ouais, ben, on va aller revoir ça. Peut, D'ailleurs, peut-être une enfin une sprinteuse. C'est-à-dire, autant je vois, enfin on a des profils comme Clémence Latimier, Morgane Coston, qui sont vraiment marqués pour les terrains plus difficiles. On peut mettre Noémie Abgral aussi dans ce point-là. On n'a pas vraiment j'ai une tête d'affiche pour le sprint. On a des profils intéressants comme Margot Marasco, mais ça reste plus un pari qu'une vraie garantie, si on peut dire.
Donc après, à voir aussi en fonction de qui reste sur le marché, hein, tout simplement. Mais Laura Asensio. ouais, c'est pas le profil sprinteuse, effectivement. Mais voilà, si on regarde dans les Françaises qui n'ont pas d'équipe annoncée donc des Françaises Pro Team ou World Tour cette année qui n'ont pas d'équipe annoncée, on peut citer Alison Avoine, Séverine Hérault, qu'est-ce qu'on a d'autre? Lise Ménage, qu'on a reçue il y a quelques temps maintenant, Laura Asensio, Amandine Fouquenet dont on a parlé tout à l'heure, Maureen Triguet, pardon. On a également bah, pas tant de monde que ça, et heureusement en un sens, mais on a aussi du côté de la FDJ Suez une Coralie Demey, par exemple. Maëlle Grossetête aussi chez Human Power Health. Donc en cherchant, bon, ça correspond pas forcément à ce que je disais par rapport aux sprinteuses, mais il y a encore des Françaises avec une certaine expérience du haut niveau qui sont disponibles, donc on peut pourquoi pas envisager dans l'équipe. Et après, pourra pas non plus aller dans d'autres équipes, hein. C'est dans d'autres nationalités, pardon. Les coureuses pourraient être intéressées par cette équipe ou voilà, l'équipe qui a recruté Donc, d'autres d'autres j'ai oublié de nationalités. dire, j'ai oublié de dire, pardon, les deux coureuses françaises de Winspace aussi, il y a Camille Failly et Marie-Morgane Le Dunf. Typiquement, Marie-Morgane, ça pourrait être un Ouais. profil intéressant pour ce manque de sprinteuse. Mais voilà, on est seulement, entre guillemets, supporter ou fan, on n'est pas décisionnaire. Oui, sinon il faudra en recruter beaucoup plus. Non, mais un petit coup comme ça, là, ça serait pas mal. Pas aller chercher si, comme tu disais, Fly à l'étranger. Hein, Bon, Lorena Vibus, par exemple. ouais, ils ont loupé Charlotte Cole, donc je pense qu'on va ce qu'il reste. Hein, mais après ça, est-ce que, est-ce qu'une fois qu'il y aura un CMA, CGM, Decathlon, BNB, machin, là, est-ce qu'on n'a pas le risque d'avoir ma petite entreprise qui fasse Père Vaisselle du coin pour faire le marchepied vers la grosse équipe derrière? Oh, bah, ça peut dans le sens où il me semble que ma petite entreprise veut s'installer, mais pas forcément être non plus un mastodonte. Et je pense que il y a conscience de la limite que bah, dire, du système de l'équipe qui empêche d'avoir un budget énorme, même si, enfin, surtout avec une équipe masculine en projet, parce qu'on sait que les budgets sont pas les mêmes. Donc forcément, je pense que oui, le concept le principe de fonctionnement, on va dire, structurel de l'équipe peut mener à ce rôle d'équipe tremplin. Faudrait qu'on trouve quelqu'un invité pour parler du projet, quoi. On va voir. Ok, bon, bah, on va s'arrêter là pour ce soir alors. Ça marche, ouais. On a évoqué quand même pas mal de sujets. Donc on vous donne rendez-vous semaine prochaine. La semaine prochaine, eh ben, on aura l'occasion de vous donner, pour changer, quelques résultats de cyclocross. Et puis, bah, comme on disait tout à l'heure, probablement parler de piste euh, avec un spécialiste de la piste, un spécialiste français de la piste, qui sera avec nous. Et donc, si vous avez... pardon, Cactus? Un spécialiste français de la piste, en plus de Fly, du coup. Plus de Fly, oui, un autre spécialiste. On va dire avec plus d'expérience que Fly en termes de longueur, de temps, de nombre d'années. Euh, donc, si vous avez des questions d'ici là, n'hésitez pas à les poser. On vous rappellera évidemment sur nos réseaux. Euh, et puis, on vous dit à lundi prochain pour parler cyclisme féminin, comme d'habitude. Merci Fly, merci Cactus. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée. Bonne soirée, salut! Ciao.